Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Badi. J'ai été particulièrement frappée par votre phrase dans votre propos introductif. Il y a ceux qui sèment la peur pour que le monde ne change pas. Il faut être lucide pour ne pas avoir peur. Et ma question concerne la diplomatie que vous avez évoquée à la fin de votre propos, la diplomatie encore westphalienne aujourd'hui, et les peuples. Aujourd'hui, lors du G7 à Biarritz, ce président a, comme vous, insisté sur le fait qu'il était important que nous soyons plus inclusifs. Il a donc associé des économies du Sud, des émergents, aux réunions qui se sont tenues à Biarritz. Il est également frappant de voir qu'aujourd'hui, en matière de diplomatie, certains pays délaissent leur diplomatie pour privilégier l'emploi de la force et de la coercition. Je fais ici allusion, bien évidemment, aux États-Unis, dont la population avait très peur, notamment de l'accord iranien. D'autres pays se servent de leur diplomatie pour faire avancer leur agenda national. Je pense au Brésil. D'autres encore l'exploitent à des fins de désinformation pour alimenter les peurs. Et je reviens à votre propos sur la peur. Et je pense au traité de coopération franco-allemande d'Aix-la-Chapelle qui a fait l'objet de nombreux fantasmes, y compris par des membres de notre commission ici. Et si toutes ces dérives sont aujourd'hui possibles, c'est que probablement la diplomatie est mal connue par ceux qu'elle est censée représenter, voire défendre. Alors ma question est simple. Comment la diplomatie, M. Badi, peut-elle espérer concourir à la préservation de la paix si les peuples dont elle porte la voix ne savent pas ou ne savent plus à quoi elle sert? Voilà, non, j'ai jamais peur, moi, justement. D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de toutes ces questions, parce que elles montrent à quel point, et j'en suis heureux et fier, la représentation nationale est sensible aux questions mondiales et internationales, à quel point celles-ci n'appartiennent pas à ces marges que certains médias viennent nous rappeler, sans souci polémique, mais quand même parce que ça m'a beaucoup choqué. Vous vous rappelez peut-être la journée du 10 septembre dernier. 10 septembre dernier, il s'est passé 3 événements majeurs. L'éviction de M. Bolton, la répartition des portefeuilles à la Commission européenne et l'annonce par M. Netanyahou qu'il allait annexer, s'il est au pouvoir, un tiers de la Cisjordanie. J'ai regardé le journal de 20 heures. Aucun de ces faits n'a même été mentionné. Alors, si je commence ma réponse par la référence à une question qui ne m'a pas été posée, c'est quand même pour dire à quel point vous êtes les garants du débat public en France. Et que tant que ce débat public ne sera pas alimenté par l'information et ne portera pas sur les grandes questions internationales, eh bien, ce que vous appelez la place de la France dans le monde s'en trouvera réduite. Je crois qu'il y a tout un travail de pression à faire en ce sens. Permettez-moi, certaines et certains d'entre vous n'étaient pas membres de cette assemblée, mais combien j'avais été navré par le débat de juillet 2011 sur l'intervention française en Libye, tel qu'il s'était développé à l'Assemblée nationale. Oui. Il veut dire à l'Assemblée. Hein. À l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Bien. Donc, effectivement, il est important de débattre. Je suis heureux de voir la force de ce débat. Deuxième élément, parce que Madame la Présidente, très justement, m'invitait à faire des réponses de synthèse, il faut d'abord penser avant d'agir. Beaucoup font le contraire, agissent d'abord et pensent ensuite. Cette pensée, elle nous engage. Et elle nous engage surtout à rompre avec une histoire dont je suis d'accord. L'un d'entre vous disait, l'histoire, je crois que c'est vous, Monsieur Bourlange, l'histoire n'a pas été abolie. L'histoire n'est jamais abolie. Mais... Christian Hutin, là. Ah, pardon, excusez-moi. Mais peut-être que Jean-Louis le pense aussi. Oh, il le pensait d'une certaine façon. Peu importe. Vous avez raison, l'histoire, par définition, ne s'abolit jamais. Mais le problème, c'est qu'elle se transforme. Et qu'il faut, lorsqu'on est acteur, intégrer ces paramètres de la transformation. Beaucoup de questions m'ont été posées sur la Chine. Je vais assez souvent en mission en Chine, c'est une très bonne coopération entre Sciences Po et plusieurs universités. Et puis moi, personnellement, nous avons notamment monté le premier MOOC franco-chinois sur la mondialisation. Et mon collègue chinois, dans un débat sur l'international, où il y avait un Japonais, un Américain, puis un Français, m'a dit quelque chose d'absolument incroyable, qui m'a permis de tout comprendre de la Chine aujourd'hui. Il dit, tu sais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi, tu crois en Dieu. Alors ça, je ne sais pas où il a été le trouver, mais enfin, il le posait comme élément culturel. Toi, tu crois en Dieu et moi, pas.
Ce qui veut dire que tu as une obsession de l'universalisation et moi, j'ai tout simplement une obsession de réaliser mes intérêts propres sans chercher à les universaliser. Moi, je suis chinois, toi, t'es pas chinois, tant pis pour toi, c'est dommage, je le reconnais, mais c'est pas mon problème. Et ça, c'est une mise en perspective avec une autre histoire qui est la nôtre, qui est l'obsession de l'universalisation. Et nous n'arrivons pas à faire décoller le paradigme de la domination qui est universel. Qui peut dire sincèrement, j'ai renoncé quand j'en aurai les moyens à tout rêve de domination? C'est pas possible, la domination c'est mécanique, c'est un phénomène mécanique. Mais nous collons à l'idée de domination l'idée d'universalisation. Et l'universalisation, ça veut dire non seulement nous servir, non seulement éventuellement piller, mais ça tout le monde le fait exactement de la même façon, que celui qui ne l'a jamais fait jette donc la première pierre, mais en plus de ça, nous voulons faire l'autre à notre image. Et la grande différence qu'il y a par rapport à ce modèle de domination qui s'esquisse à partir de Pékin, et qui sera réel, mais après tout, ça fait partie, je dirais, de la physique des corps. Ça, à partir du moment où un État accumule des ressources de puissance, nécessairement il domine. Même de la Palisse n'a pas pu faire aussi fort lorsqu'il annonçait ses évidences, qu'il n'a d'ailleurs jamais énoncé. Mais une chose est certaine, c'est que cette domination n'aura plus jamais la même figure. Et elle n'aura plus jamais la même figure pour deux raisons. D'abord parce que l'acteur n'est plus le même. Il faut entendre, et l'un d'entre vous l'a dit très justement, il faut entendre le discours chinois sur l'humiliation subie. Pour comprendre notre monde. Nous avons subi des humiliations. Tous les peuples ont subi des humiliations. Mais comme la Chine, à travers la guerre de l'opium, je crois que monsieur qui le... Voilà, tout à fait, vous voyez... Deuxième citation en bas de page. Oui. Tout le monde en Chine a ceci présent à l'esprit comme moyen de découverte du monde. J'avais publié en 2014 un livre qui s'appelle « Le temps des humiliés », ce qui m'a valu en Chine un petit succès parce que, bon, voilà, c'est ça. Nous avons été humiliés par l'hégémonie, nous sommes en train de construire un modèle de domination, mais qui n'a rien à voir avec l'humiliation que vous nous avez infligée. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la douceur. On n'a jamais considéré que les responsables chinois étaient de 12 hommes, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout ça le problème. Mais la méthode va être profondément différente. Le reproche que j'adresse à l'Europe en particulier, même s'il y a des exceptions, hein, d'ailleurs dans les deux camps, moi j'avais assisté à un séminaire de Jean-Pierre Raffarin qui avait bien posé ce problème à l'époque, c'est qu'il est temps de commencer à comprendre ce que c'est que OBOR, One Belt, One Road, savoir tout ce que ça innove par rapport aux formes précédentes de domination. Et notamment un point qui est capital, c'est le refus de s'impliquer dans les conflits. Je me souviens d'un dîner où il y avait l'ambassadeur de Chine et tout un tas de gens qui s'entre-déchiraient sur le conflit israélo-palestinien. Et l'ambassadeur chinois, pendant que les gens ne mangeaient pas parce qu'ils s'engueulaient, lui, il continuait à manger, on ne l'a pas entendu une seule fois. Et donc moi, en tant qu'universitaire, j'ai joué le provocateur, je dis « Mais monsieur l'ambassadeur, vous avez sûrement quelque chose à dire sur le sujet ». Il m'a dit « Non, rien, c'est un conflit qui ne nous concerne pas ». Ça, c'est une nouvelle grammaire des relations internationales. C'est une nouvelle grammaire des relations internationales qui est une forme, j'appellerais, d'économie de la domination, plus encore que domination économique, qu'il faut savoir explorer et face à laquelle il faut savoir répondre. Parce que si on répond à des formes nouvelles par des formes anciennes, on tape à côté. Et l'une des façons fondamentales, mais alors là, il faut se mettre au travail dès aujourd'hui, de travailler, c'est de construire et d'inventer un vrai partenariat avec la Chine. Je n'ai jamais entendu un début de proposition sur cette façon, cette méthode originale de construire un nouveau partenariat avec la Chine. Pourquoi n'y a-t-il pas une commission dans cette Assemblée qui travaille sur cette question et qui est absolument juteuse? Il y a énormément de choses à faire, à dire, à penser sur ce sujet et savoir le faire sur le mode du découplage. C'est-à-dire, il y a les questions économiques, il y a une question qui n'a pas été évoquée, que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, qui est l'énorme question des normes. C'est-à-dire, le grand problème de la Chine, c'est, écoutez, ça fait 200 ans que vous définissez les normes, nous, on veut se mettre à participer à cette définition. Je pense que c'est le combat de demain. Demain, le grand combat, ça sera, d'aujourd'hui, non mais quand je dis demain, c'est pour que vous ayez le temps de prendre votre souffle, mais je veux dire,
on se lance. Et vous posez une question à propos de l'OMC, on pourrait poser la question à propos des normes ISO, on pourrait poser la question sur quantité de domaines, la manière dont la Chine, quelqu'un l'a évoqué, a marqué son intérêt pour la FAO. D'ailleurs, la Chine a des choses à dire en matière de sécurité alimentaire, parce qu'elle a réussi à délivrer son pays des 300 millions de gens qui souffraient de faim. Il ne faut pas oublier qu'il y a 825 millions de personnes au monde qui souffrent de faim. 825 millions. Bon, moi je crois que le climat c'est capital, mais cette insécurité alimentaire c'est encore plus capital parce que les gens crèvent en direct. Hein. Donc il y a là une entrée nouvelle et surtout, si vous me permettez l'expression, j'expliquerai ce que ça veut dire après, ne schmittisez pas le nouveau monde. C'est-à-dire ne considérez pas que tout ce qui est nouveau doit être construit en ennemi et doit être vaincu. Nous sommes, à juste titre, il fut un temps, mais plus à juste titre maintenant, nous sommes dans l'obsession de la bataille de la Marne. Nous croyons qu'en renouvelant une bataille de la Marne dans le Sahel, une bataille de la Marne face à la Chine, moi, j'ai quand même été très frappé que M. le Président de la République, à Djibouti, dise « la France est en Afrique pour contenir la Chine ». Ça m'a fait penser à Fachoda. La France est en Afrique pour contenir l'Angleterre. Non, nous ne sommes pas là pour contenir. Nous sommes là pour construire des partenariats. Alors, évidemment, les partenariats ne seront jamais acceptés spontanément et de façon aimable. Vous avez tout à fait raison de dire que la puissance et l'expression de la puissance est un mode de construire, de concevoir le partenariat. Mais la puissance ne peut plus être finalisée aujourd'hui, parce que la puissance n'est plus le moteur du monde. Ce peut être l'instrument, ça peut être un instrument de deal, comme on dit, ça peut être un instrument de négociation, ça peut être un instrument d'affirmation, ça peut être aussi une affirmation de quelque chose de très important dont je n'ai pas eu le temps de parler. Comme la puissance n'est plus l'étalon du monde, il y a un nouvel étalon du monde qui est le statut. C'est-à-dire, en gros, on est incertain sur sa capacité d'imposer, mais on veut tout miser sur sa capacité d'exister et d'être reconnu. L'obsession de la France, me disent souvent, et là, ils n'ont pas tout à fait tort, mes collègues américains, qui commencent à nous prendre au sérieux. Hein, parce que moi, il y a 10 ans, quand je parlais à un collègue américain, il sortait de la salle. Hein. Et l'obsession, quand même, nous disent justement nos amis universitaires américains, ils nous disent, l'essence de France, c'est d'être reconnu comme une puissance. Ce n'est pas d'être une puissance, c'est d'être reconnu comme une puissance. Et ça, il faut bien surveiller cette affaire. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que, évidemment, toute personne dans la vie privée, on est comme ça, on aime bien que votre concierge, votre boulanger, votre voisin vous reconnaissent comme quelqu'un d'important. Mais est-ce que c'est ça qui fera le bonheur des Français? Est-ce que véritablement on pourra construire une société française moderne et prospère uniquement à travers le filtre de la reconnaissance par l'autre? Non, je ne crois pas. Et vous me posiez, quelqu'un d'entre vous m'a posé la question très juste, quand est-ce qu'on parviendra à cet optimum de coopération, notamment en matière climatique? Alors, justement, je crois que là, il y a deux choses à poser qui me paraissent très importantes. Premièrement, oui, je suis tellement pressé que... premièrement, l'idée qu'à un moment donné du temps, le calcul coopératif est perçu comme plus rationnel que le calcul conflictuel. Regardez, si vous pouvez prendre l'avion, si tous les avions peuvent voler, c'est grâce à une convention internationale, qui est elle-même une réduction de souveraineté. C'est-à-dire que même M. Kim Jong-un et M. Trump souscrivent à la Convention de Varsovie et à la Convention de Montréal sur la gouvernance de l'aéronautique mondiale et respectent comment? Mais voilà. Pourquoi? Parce que là, dans l'esprit de tous les dirigeants, même les plus souverainistes et les plus autoritaires, la concession de souveraineté est une utilité. C'est-à-dire, d'une part, nous apporte un bienfait et d'autre part, nous diminue nos risques. Bon, donc la première chose à faire, c'est d'établir un calcul rationnel qui rende la coopération désirable. En matière climatique, c'est très difficile, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce qu'en matière climatique, la coopération, ça consiste à payer d'abord
et à obtenir les avantages, non pas ensuite, mais pour la génération ou les générations suivantes. Ce qui est, et je m'adresse à des professionnels de la politique au sens noble du terme, ce qui est tout à fait irrationnel sur le plan politique. Pourquoi va-t-on demander aux électeurs de payer tout de suite pour un bienfait qui n'interviendra que quand on sera sous terre? Alors tous ceux qui épousent les configurations d'une diplomatie électorale, et M. Trump en particulier, n'est-ce pas, reposent sur l'idée que la coopération en matière climatique est une coopération irrationnelle. Et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas le cas pour l'aviation civile, le résultat est immédiat. Pour le climat, le résultat est différé. Et donc, l'énorme effort à réaliser, c'est cet effort justement de convaincre que le gain pour des générations à venir peut être intégré dans une comptabilité immédiate. Ce qui est très très difficile, mais possible par un effort d'éducation, et notamment par un effort d'éducation politique. Le deuxième élément, c'est effectivement de changer de logiciel. C'est-à-dire, nous sommes quand même dans une grammaire compétitive de l'international. Ça, c'est notre ADN, si je puis m'exprimer ainsi. Nous n'arrivons pas à nous en défaire. Et ce qui est intéressant dans la perspective chinoise, je ne suis pas l'avocat de la Chine. Hein, la Chine, ce que fait le régime chinois ouïghour, quelqu'un d'entre vous l'a signalé, est absolument inadmissible, est absolument scandaleux. Et j'ai eu l'occasion de le dire, y compris à des responsables chinois. Vous parliez du Népal, je pense que vous vouliez dire le Tibet, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le Tibet, peut-être plus grave cependant ouïghour. Mais la Chine, dans sa culture de l'harmonie, dans sa culture qui n'est pas une culture de compétition internationale, mais une culture impériale, intègre beaucoup plus facilement l'idée de bien commun, qu'elle a d'ailleurs introduit dans sa constitution. Et donc, il y a quand même une résistance culturelle de notre part, tant nous avons tendance à survaloriser la compétition sur cette idée de bien commun, cette idée d'harmonie. Alors, ceci, je suis d'accord, j'en profite pour vous dire, vous me disiez, la Chine est un empire, elle continue à l'être, oui, comme la Russie est un empire, elle continue à l'être, etc. Et comme il y a un imaginaire impérial dans le monde musulman, c'est très clair, le souvenir des empires musulmans est extrêmement vivace. Tout ceci est vrai, seulement ça ne veut pas dire que l'histoire se répète. Parce que être empire, comme on l'était en Chine du temps des Tang au 7e siècle, et être empire dans un monde post-westphalien comme c'est le cas aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Donc il y a tout un problème de conversion du logiciel impérial en logiciel stato-national dont M. Poutine souffre. Ce qui me permet d'intervenir sur la question ukrainienne. Vous avez tout à fait raison, celle-ci est devenue centrale dans l'agenda diplomatique international. Mais pour une raison qui recoupe également le cas syrien. La Russie a été humiliée, la Russie a été défaite dans la bipolarité, a été humiliée, a été marginalisée, a été exclue du jeu international. Bien. Cette humiliation qui a eu un effet retard assez substantiel explique le phénomène Poutine et le néo-nationalisme poutinien, et notamment ses initiatives sur le plan militaire. Mais si la Russie a pu donner une nouvelle image de sa capacité militaire, elle a été jusqu'à maintenant incapable de donner une image restaurée de sa capacité diplomatique. La Chine et Poutine sont à la recherche d'une victoire diplomatique qu'elle souhaiterait obtenir sur la Syrie, qu'elle souhaiterait obtenir sur l'Ukraine. Et c'est vrai qu'un accord sur l'Ukraine, en plus, viendrait liquider pour solde de tout compte la question de la Crimée. Et c'est vrai qu'effectivement, un accord, une sorte de Minsk II ou de Normandie II sur le dossier ukrainien serait un moyen de restaurer la Russie, non seulement comme grande puissance militaire, mais comme grande puissance diplomatique, et de damner le pion aux États-Unis qui ne sont plus en capacité d'hégémonie diplomatique aujourd'hui. Vous avez raison de vous inquiéter de M. Trump. Je crois qu'effectivement, c'est une variable qui n'est pas négligée. Je pense qu'on n'a pas mesuré le dégât que représente la dénonciation de l'accord du 14 juillet 2015. On n'a pas mesuré l'énorme effet négatif de la chose. Et on n'a pas mesuré, ceci est valable pour notre diplomatie, à quel point il est désastreux de proclamer haut et fort, nous sommes tous d'accord sur le fait
que l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire. C'est une phrase terriblement malheureuse. Parce que les Iraniens vous disent, bah, écoutez, à l'Est, le Pakistan là, à l'Ouest, Israël là, pourquoi nous? Pourquoi nous? Et cette stigmatisation, cette diplomatie de la stigmatisation est d'autant plus dangereuse que l'on n'a pas compris ce qu'il y a derrière l'enjeu atomique dans cette région du monde. Il y a d'abord un problème de la dénucléarisation du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient est couvert sur le monopole nucléaire détenu par Israël. Et ce que disent les Iraniens, bah, si vous voulez une région stable, appliquez vos propres principes, c'est-à-dire équilibrer la puissance nucléaire israélienne par une puissance nucléaire autre dans la région. Mais il y a beaucoup plus. Je vous parlais tout à l'heure du problème de la reconnaissance. La ligne forte de la diplomatie iranienne, que ce soit celle du guide ou du président, c'est être reconnu comme puissance régionale. Le coup de génie de Barack Obama, qui a été un grand président, c'est de comprendre qu'en reconnaissant l'Iran comme puissance régionale, on pouvait effectivement atteindre les conditions d'une nouvelle stabilité dans la région. Je pourrais développer parce que c'est très, très important. Et du coup, l'Iran fait ce que j'appellerais, si vous me passez l'expression, de la contre-dissuasion. Le but de l'Iran, ce n'est pas d'avoir l'arme nucléaire. À quoi lui servirait-elle? Franchement, à quoi lui servirait-elle? Le but de l'Iran, c'est d'être reconnu comme acteur et de dire si vous ne me reconnaissez pas comme acteur, alors là, à ce moment-là, je pourrais effectivement me doter de l'arme nucléaire. Vous voyez, c'est la contre-dissuasion. Ce n'est pas la dissuasion que représente la détention de l'arme, mais c'est la dissuasion que représenterait l'éventualité de disposer de cette arme. Et il faut être très attentif avec ce jeu. Il faut être très attentif à l'image que représente le TNP dans la communauté internationale. J'ai un collègue que j'aime beaucoup, allemand, professeur Harald Müller, qui dit du TNP, le TNP, c'est exactement comme un club d'ivrognes qui voudrait empêcher les autres de boire. Bon. Et ça, c'est perçu comme tel. Et donc, il y a une réforme à opérer sur le plan de l'arme nucléaire qui est importante à penser. D'autant que, et ça, on ne peut pas en 2 minutes en parler, mais je pense que pour votre commission, c'est essentiel, nous savons ce que représentait stratégiquement l'arme nucléaire dans le contexte de la bipolarité. Plus personne ne sait quelle est la finalité de l'arme nucléaire dans le contexte international actuel. Et notamment de l'arme nucléaire française, avec les coûts qu'elle représente, avec les incertitudes dont elle est porteuse. Il y a là tout un débat stratégique, je pense que votre commission en sera un jour saisie. Mais Elle le fait déjà. Voilà, ben, j'aimerais bien avoir les résultats. C'est le rapport que je vous conseille de lire et que nous vous offrirons à l'issue de notre commission. Bon, et bien alors voilà une bonne nouvelle. La migration, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est fondamental. Mesdames et messieurs, je n'irai pas par 4 chemins, je n'ai pas le temps. Le migrant est l'avenir du monde. Le migrant, il faut faire entrer ce principe dans le nouveau logiciel des relations internationales. Le monde bougera de plus en plus. C'est comme ça. Pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Des distances raccourcies, des imaginaires élargis, des contrastes de plus en plus évidents et saisissants entre les différentes zones du monde. Alors, il y a une façon, et c'est le fils d'immigrés qui vous dit ça, hein, il y a une façon de penser le problème. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé? C'est de positiver ce qui est inéluctable. Il y a plein d'avantages à tirer de la migration. Je pourrais vous en donner une très longue liste, une très longue liste de fonctions qui seront d'autant plus positives que la migration sera gouvernée. Le problème, ce n'est pas la migration, c'est la clandestinité. C'est de là que viennent tous les maux. Le jour où on parviendra à une gouvernance mondiale de la migration, respectant les 3 angles du triangle, société de départ, société d'accueil et migrants eux-mêmes, eh bien, et c'est très facile à faire,
Le ministère des Affaires étrangères m'avait confié une petite commission que j'avais eu l'honneur de présider avec des spécialistes. Il y avait Catherine Devinden, il y avait Ronnie Broman, le juriste Emmanuel Decaux, mon collègue Guillaume Devin, etc., sur la gouvernance mondiale des migrations. Et on était allé notamment travailler aux Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies sont très avancées sur les questions migratoires, mais on ne veut surtout pas regarder ce qu'ils disent. Notamment leur fameux rapport de 2000 qui disent « l'Europe n'a pas assez de migrants ». Eh bien, on a pu brosser le tableau de ce que pourrait être une gouvernance mondiale de la migration. C'est très facile. Ça ne demande aucune imagination excessive. Simplement, il faut accepter de mettre des couleurs là où il n'y a que du noir et blanc. C'est d'ailleurs où il faut accepter, effectivement, de penser la migration dans un cadre positivé. Et si on ne le fait pas, outre les 50 000 malheureux qu'on a envoyés au fond de la Méditerranée entre 2000 et 2019, outre les 13 milliards d'euros que l'Union européenne a dépensés uniquement dans une activité répressive de la migration, outre tout cela, on va créer ce qui est l'un des éléments qui alimente la peur actuelle, c'est-à-dire les conflits de civilisation. Conflits de civilisation. Alors que... Alors, j'ai peur d'avoir oublié beaucoup de choses, énormément... Ah, si, quand même, mais je crois... Pardon. Bah oui, je sais... Excusez-moi. C'était monsieur... la première question, je crois, monsieur Jacques Maire, oui. Mais il avait peur de ma réponse. L'inclusivité. Oui, je crois qu'on ne s'est pas compris. L'inclusivité, ce n'est pas un concept incertain, c'est le monde tel qu'il est. Par inclusion, je veux dire le fait qu'il y a un système mondial qui réunit tout le monde dans le jeu économique, dans le jeu culturel, dans le jeu social, dans le jeu politico-diplomatique. Nous avons toujours vécu sur cette planète avec une juxtaposition de systèmes internationaux différents. C'était souvent d'ailleurs le système international westphalien et les systèmes impériaux marginaux. Bon, maintenant c'est fini, il y a un système unique. Donc c'est pas difficile à concevoir l'inclusion. C'est la réalité aujourd'hui telle qu'elle se présente. La démographie en Europe, c'était posé une question aussi. C'est amusant, on pose des questions puis on s'en va. Voilà, alors... Ah, d'accord. Alors je réponds. La démographie en Afrique, c'est effectivement un paramètre extrêmement important. Le fait que l'Afrique se rapproche du milliard d'humains, le fait effectivement que les grands rapports démographiques font que probablement, mais il faut se méfier des prévisions, à la fin du siècle, 40% de l'humanité sera en Afrique. Tout ceci est effectivement des paramètres importants. Mais ce n'est pas des paramètres effrayants. C'est des paramètres de redistribution, de restructuration, qu'il faut savoir prévoir et accompagner. Là où ça devient critique et problématique, je vais vous dire, c'est dans les modalités de gestion immédiate de ces poussées démographiques. Il y a quelque chose qui, par exemple, me perturbe beaucoup du point de vue des relations internationales, c'est que l'Afrique est en train de réaliser l'essentiel de son urbanisation aujourd'hui, c'est-à-dire le passage à des villes de plus de 5 millions, voire 10 millions d'habitants. Elle le fait avec un PIB par habitant et par individu d'environ $1000 par an. Alors que l'Asie a réalisé cette transition urbaine avec un PIB par habitant et par an d'environ 3600. C'est-à-dire que ce qui est critique en Afrique, c'est les conditions présentes dans lesquelles se réalise l'urbanisation. Et ça doit être surveillé, parce qu'une urbanisation à moins de $1000 de PIB par an et par habitant, c'est pas possible. Les économistes, les sociologues, les démographes vous le diront. Ce qui crée effectivement ces conditions d'habitat précaires, qui, vous savez, il ne faut quand même pas oublier que dans le monde, vous avez 1 milliard d'individus qui ne sont pas logés dans des conditions décentes. Et ceci crée la base de tous les conflits de demain. Je terminerai dans 45 secondes en vous disant que quand j'ai visité Lagos, j'ai été voir ce gigantesque
bidonvilles construits sur la mer. Et c'était assez impressionnant, parce que d'abord on avait du mal à le voir à cause du nuage de pollution qu'il y avait dessus. Mais quand vous perciez ce nuage de pollution, vous aviez ces malheureux, qui étaient d'ailleurs souvent des immigrés béninois, qui voyaient de la planche sur laquelle ils flottaient dans cette lagune de Lagos, qui voyaient les immeubles qui appartenaient à la bourgeoisie pétrolière nigériane. Et là, vous avez le résumé de toutes les tensions qui, effectivement, nourrissent toutes les violences aujourd'hui en Afrique. Voilà, j'ai tenu je suis même en avance. Merci beaucoup. Je sais que certains parlementaires n'ont pas eu toutes les réponses à leurs questions, mais vous avez aussi répondu à des questions qui n'ont pas été posées. Donc, c'est un exercice intéressant. Courant dans notre métier. Je vais vous laisser avec notamment Frédéric Dumas sur les zones rouges. Vous allez pouvoir lui donner votre avis après, à la fin de notre réunion, et aux autres parlementaires, je suppose, si vous avez quelques minutes ensuite. Alors, moi, j'ai quelque chose à faire avant de clore notre séance. Notre ordre du jour, je reviens vers vous tout de suite, appelle la nomination des rapporteurs sur un projet de convention. En effet, notre commission doit, en remplacement de Bruno Fuchs, qui a changé de commission, désigner un nouveau rapporteur sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux modalités de financement des infrastructures et de l'acquisition des outils de formation dans le cadre de la coopération franco-allemande dans le domaine du transport tactique aérien. Ça, c'est un titre qui est bien résumé et qui est parfait. Nous avons reçu la candidature de Bruno Joncourt. Je soumets cette candidature à votre vote. Qui est d'avis de l'adopter? Merci beaucoup. Qui est d'un avis inverse? Qui s'abstient? Voilà, Bruno Joncourt est ainsi désigné rapporteur à l'unanimité. J'ai le plaisir de vous offrir un excellent rapport sur l'arme nucléaire dans le monde, 50 ans après l'adoption du traité de non-prolifération. C'est donc un rapport qui date de l'année